plus de 30 ans. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça fait donc plus de 30 ans, ou en tout cas, ça s'approche, ça fait plus de 30 ans que nous sommes ensemble. Vous me direz que c'est beaucoup. Et pourtant, c'est la réalité. Et tout au long de notre carrière, nous sommes restés ensemble et nous sommes restés avec ceux avec qui nous avons travaillé, avec qui nous avons étudié, que ce soit avant de nous rencontrer ou après nous avons rencontré et nous avons créé une communauté. La carrière, c'est cette connexion que l'on a avec les personnes qui nous aident à construire notre carrière. Mais la carrière, c'est aussi un endroit où on réfléchit beaucoup sur ce que l'on veut faire, ce que l'on a comme background, ce que l'on veut faire et ce que l'on veut devenir par la suite. C'est un processus qui recommence à chaque fois et à tout moment, on le redéfinit en vue d'avoir ce que l'on pourrait plutôt imaginer comme préférable en matière de carrière. Mais la carrière, c'est aussi un endroit où on explore beaucoup. C'est un endroit où on voyage beaucoup. C'est un endroit où on fait des aventures. C'est un endroit où on découvre des secteurs que l'on n'a jamais pensé que l'on serait intéressé à travailler. C'est un endroit où on apprend à connaître d'autres cultures. C'est vraiment un milieu pour moi d'épanouissement total. Et ceci, il faut le prendre en compte. Mais la carrière, c'est aussi quelque chose que l'on entretient. Vous êtes peut-être trop jeune pour parler de famille, mais vous allez peut-être être appelé à former une famille. Ben, il faut nourrir la carrière. Il faut euh, arborer la carrière. Il faut entretenir la carrière. Il faut nous encourager à avancer dans la carrière. La carrière est un milieu dynamique qui se développe et qui se construit par ce que nous avons comme objectif et ambition. Et donc, je vais inviter chacun de nous à penser donc à la carrière, soit comme quelque chose de statique, où on commence par être dactylographe et on finit sa carrière dactylographe. C'est un choix, on peut toujours faire cela. Mais on peut commencer dans une entreprise en tant qu'analyste et finir directeur général de l'entreprise. Je vais prendre un exemple qui me plaît très bien. C'est l'exemple de la famille Ford que beaucoup de vous doivent connaître et qui, dans les années 30, les années 40, autour de la Deuxième Guerre mondiale, a décidé qu'il prenait de l'âge, je parle de Ford père, qui prenait de l'âge et qu'il est question donc de donner sa société à quelqu'un. L'esprit qui venait, ou du moins ce qui venait à l'esprit des uns et des autres, c'est évidemment l'enfant de Ford qui se trouvait dans l'établissement à l'époque et qui était stagiaire et qui faisait quelque chose dont on pouvait penser que, bon, voilà, il allait lui laisser la société. Mais Ford a non seulement fait travailler son fils sur chaque poste et lui a donné, ou en tout cas a évité de lui donner l'illusion qu'il allait avoir l'emploi jusqu'à ce qu'il ait compris tout ce qui se passe du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Et c'est seulement quand le jeune homme a réussi tous les tests, allant du bas vers le haut et revenant, que lorsqu'il allait au plus bas, Ford a décidé de lui donner euh, la direction de la société. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est que Ford. Dans le milieu japonais, d'autres expériences de ce type existent. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous connaîtrez, vous pourrez toujours aller faire des recherches à propos de la famille Toyota que chacun de nous conduit, ou en tout cas que nous avons vu passer ici et là. C'est une entreprise familiale, mais avec un rayonnement mondial et c'est ceci aussi la carrière. Parlons donc de la gestion de la carrière. Les questions essentielles vont se poser à nous lorsque nous allons finir notre formation, mais aussi vont se poser à nous lorsqu'il va falloir trouver un moyen de passer du début de carrière en milieu de carrière, du milieu de carrière vers la fin de carrière et savoir si nous voulons passer notre vie à travailler pour les gens ou bien si à un moment donné, nous voulons travailler pour nous-mêmes et faire travailler les gens pour nous. Ce sont des étapes qu'il va falloir parcourir. Ici, donc, je pose des questions
pour les, euh, je dirais, circonscrire et pouvoir obtenir les réponses à ces différentes questions, nous allons avoir un processus itératif par lequel nous allons apprendre à nous vendre au marché du travail, nous allons apprendre à connaître le marché du travail, nous allons apprendre à nous adapter et nous allons apprendre à le marché du travail à notre profit. Et ceci, c'est à chacun de nous de le définir. Un élément important pour se présenter sur le marché de l'activité. Alors, je voudrais rappeler que pour un statisticien, c'est bien de rappeler le métier que l'on a. C'est bien de rappeler l'éducation que l'on a. Mais quelque chose que j'ai appris en quelques 25 ans et plus de carrière, c'est que il est interdit à un statisticien de chômer. Qu'est-ce que ça signifie? Supposons que, par exemple, que vous commencez par travailler. Vous passez 5 ans et puis pour une raison, vous vous trouvez à la touche pendant 1 an, pendant 2 ans. Lorsque vous allez essayer de revenir sur le marché du Allô? travail, vous allez trouver... Allô? Vous m'entendez? Oui? Oui? C'est pour moi? OK. Je peux continuer? OK. Vous allez donc trouver qu'il sera difficile de revenir sur le marché du travail parce que l'année que vous avez perdue ou les années que vous avez perdues en pause sont des années que vous auriez pu utiliser pour faire des formations qui sont passées. La- le métier de statisticien est un métier dans lequel on se renouvelle, on se forme, et ceci vient aussi un élément où on évalue ce que l'on obtient. Est-ce que je suis satisfait de ma condition aujourd'hui? Est-ce qu'il y a mieux que je peux faire sur ma carrière? Comment le faire? Ce sont des questions essentielles que l'on se pose. Quelque chose d'autre d'important, c'est pouvoir maîtriser le système de l'interview. Je parle du système de l'interview parce que on pourrait penser qu'une fois qu'on a fait de grandes formations, une fois qu'on a fait de grandes écoles et que l'on sort sur le marché du travail, c'est évident, les gens viendront trouver. Ceci est vrai pour des experts particuliers, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas si vrai que ça. Il faut apprendre à se faire connaître. Il faut développer des talents, des expériences. Il faut développer des aptitudes à s'adapter au marché du travail et il faut savoir rendre ceci à ceux qui sont devant nous. Savoir communiquer est très important. Il y a quelque chose encore plus important que de savoir communiquer, c'est de savoir communiquer efficacement, de rendre ce que l'on veut rendre et de s'assurer que les gens ont entendu ce que nous voulons qu'ils entendent, et ceci sans crier, sans parler fort, sans déranger l'environnement dans lequel nous sommes. Tout ceci est important parce qu'en fait, nous ne sommes pas en isolation. En tant que statisticien, je considère que c'est l'un des métiers dans lesquels on est le plus connecté. Allez voir un médecin et demandez s'il a besoin d'un statisticien. Il vous dira oui. Il vous dira qu'il fait de la statistique, mais il fait un peu et que peut-être que si l'on fait mieux, ça va peut-être l'aider. Allez voir un environnementaliste et demandez-lui l'importance de la statistique. Il vous dira, sans statistique, il ne peut rien faire. Un sociologue, un politicien, on parle de sondage, on parle des élections. On ne se rend pas compte, mais tout ceci, ce sont des processus dans lesquels le métier de statistique est important et on y vient. Ce qui sort donc de cette section de la présentation ou de ma présentation est peut-être de retenir que être formé statisticien est un atout, faire un métier de statisticien est un défi et il faut le relever et il faut le relever à chaque instant. Le monde a besoin de nous, c'est à nous de nous rendre utiles en sachant nous vendre sur le marché du travail. Alors, qu'est-ce que c'est donc la gestion de la carrière? Le premier élément que je retiendrai dans la présentation de la gestion, c'est la planification de la carrière. Autrement,
Avant que je n'arrive sur le marché du travail, je dois me poser la question, qu'est-ce que je veux devenir à la fin de ma carrière? Qu'est-ce que je veux devenir 2 ans après le début de ma carrière? Qu'est-ce que je veux devenir 5 ans après? Qu'est-ce que je veux devenir 10 ans après? Et ceci, à mon avis, il faut le mettre par écrit. Très souvent, on rêve, peut-être même qu'on chante. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on met quelque chose par écrit, on a la possibilité d'y revenir à chaque fois et de se rappeler et de se projeter. Certains vont penser peut-être que c'est quelque chose de difficile, mais je vous dirais que dans la carrière, en tout cas, que moi j'ai vécue, j'ai vu des gens qui sont capables de vous dire littéralement avec exactitude où ils veulent être dans 5 ans. Et si vous les suivez, 5 ans après, ils sont là où ils ont dit qu'ils vont être. Et à peine ont-ils commencé à cet endroit qu'ils se projettent encore des années en avance. La planification est essentielle en matière de gestion de la carrière. Mais mieux encore, une fois qu'on a planifié, que l'on s'est dit où on veut arriver, il faut trouver le moyen d'arriver là-bas. Il faut mettre ensemble toutes les ressources dont on dispose et organiser ces ressources de sorte à atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. C'est comme, par exemple, lorsqu'on veut jouer, alors on parle d'échecs, mais en fait, il y a le système de dames, je pense qu'on appelle ça la dame, que l'on fait en Côte d'Ivoire, où vous pouvez littéralement trouver une stratégie pour confronter votre adversaire et y arriver. Ceci, pour moi, c'est de l'organisation. C'est la façon de définir ou de répondre à la question de comment arriver là où nous voulons arriver. Mieux encore, en matière de carrière, il faut prendre le devant. Très souvent, on peut penser que lorsqu'on tombe sur le marché du travail, ce sont nos employeurs qui définissent ce que nous allons devenir. C'est peut-être vrai, mais très vite, si l'on change de paradigme, on peut se rendre compte que nous pouvons prendre notre carrière en main et progressivement, c'est nous qui allons être celui qui définit notre carrière. Je ne dis pas que ceci est facile, mais je dis tout simplement que c'est faisable et c'est ce que font beaucoup de gens que nous voyons devant nous, pourvu que nous voulions un peu les observer de façon efficace. Maintenant, lorsqu'on a fini de planifier, d'organiser et de contrôler notre carrière, à chaque fois, il faut vérifier si nous avons atteint notre objectif, si nous avons atteint efficacement notre objectif, c'est-à-dire que si nous sommes arrivés à notre objectif avec le minimum d'énergie possible, et comment on peut faire pour aller mieux devant. Ceci ajoute de la dynamisme ou en tout cas amène de la dynamisme dans la gestion de notre carrière. La gestion, pour moi, donc, en résumé, c'est planifier, organiser, diriger et contrôler. Contrôler quoi? Contrôler notre carrière, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des micros qui sont ouverts. En parlant donc de gestion de la carrière, pour revenir sur certains éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des questions essentielles qu'on se pose. L'une des questions est de savoir qui concourt à notre carrière. Naturellement, il y a nous-mêmes, il y a nos employeurs, il y a nos superviseurs, il y a nos collègues, il y a toutes nos relations qui sont dans notre réseau. Alors ici, peut-être que nous ne voyons pas bien ce dont il s'agit, mais il faut savoir que si nous travaillons en nous considérant seulement dans l'institution dans laquelle nous suivons, dans laquelle nous sommes, pardon, nous risquons de faire une carrière statique parce que nous risquons de rester dans cette organisation. Et rester dans cette organisation, bien entendu, on peut diriger l'organisation, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Et comment savoir qu'il y a mieux ailleurs? C'est en s'établissant ou en tout cas en se construisant un réseau qui nous donne la possibilité de savoir ce qui se passe ailleurs et de voir s'il y a mieux ailleurs que ce que nous avons pour pouvoir l'explorer. Il y a donc nous, nos collègues, nos superviseurs, nos employeurs,
mais aussi les membres de notre réseau qui contribuent à la constitution de notre carrière. L'autre chose à savoir lorsque l'on veut parler de sa carrière, c'est de quoi il s'agit. Est-ce que c'est de mon salaire qu'il s'agit? Est-ce que c'est du métier de rêve qu'il s'agit? Est-ce que c'est de l'épanouissement que j'ai dans mon travail qu'il s'agit pour construire ma carrière? Il faut répondre à cette question. Il faut définir sa carrière pour soi-même. L'autre chose à considérer, c'est de voir où est-ce que je vais exercer. Est-ce que j'ai une entreprise ou une organisation en tête? Est-ce que j'ai un pays dans lequel je préfère travailler? Est-ce que j'ai des structures qui sont spécialisées, mais aussi qui se retrouvent dans plusieurs pays avec lesquels je vais travailler? C'est à moi de définir où est-ce que ma carrière doit se dérouler, et ce, à chaque instant. L'autre point important dans la carrière, c'est la gestion du temps. Et un élément que je voudrais signaler ici, c'est que nous sommes tous appelés à avoir une retraite. Il y a du bruit. J'ai fermé le micro. Merci. Merci beaucoup. Il y a donc la gestion de notre temps. Nous sommes tous appelés, comme je le disais tout à l'heure, à avoir une retraite. Et je me rappelle de l'un de mes superviseurs, tout à fait au début de ma carrière, qui m'a posé une question. Nous venions à peine de sortir d'une mission d'une institution internationale, et c'était en Côte d'Ivoire, qui est venu à collecter des informations, à travailler avec nous pendant une semaine. Et il était question de faire le suivi. Et je vais donc chez mon superviseur et il me dit, quelles sont tes priorités aujourd'hui? Je reviens, je parle de comptabilité nationale que certains d'entre vous doivent connaître si vous faites la statistique appliquée à la macroéconomie. Je lui parle de ce que je fais au quotidien. Il me dit, non, ce n'est pas ça qui l'intéresse, d'aller réfléchir encore et de revenir. Je reviens. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Ah, il va falloir que j'apprenne à travailler avec les gens. Il hoche la tête, il dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, va encore et revient. Je reviens et une fois, deux fois, 6 fois, à la 7e fois, je suis revenu et je lui dis la préparation de ma carrière. Il dit, ah, voilà, tu as tout compris. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais chaque jour est à cet objectif. Que ce soit le salaire que tu gagnes, que ce soit la façon dont tu travailles avec les gens, c'est pour construire ta carrière. Et donc, notre futur est essentiel et c'est ce à quoi nous devons nous atteler au quotidien. Ce conseil, je le retiens jusqu'aujourd'hui et je voudrais bien le partager avec vous. Votre retraite est peut-être votre objectif ultime et il faut le gérer avec la fonction temps dans notre carrière. L'autre élément est comment faire pour faire progresser notre carrière. Ici, je n'ai pas de réponse toute faite pour vous. Je dirais seulement une chose. Si vous avez décidé que c'est vous qui êtes le dirigeant de votre carrière, alors vous allez pouvoir utiliser toutes les ressources à votre disposition, y compris les ressources matérielles, les ressources en connaissances, les ressources en technologique. Et pour ceux qui croient, la foi que vous avez devrait participer à construire votre carrière. La construction de la carrière n'est pas quelque chose que l'on enseigne à l'école, sinon tout le monde aurait la même carrière. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on enseigne à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la même carrière. Chacun de nous a la carrière qu'il a bien voulu se construire, même s'il ne se rend pas compte en pensant que c'est la société qui le lui impose. C'est parce qu'il s'est laissé faire qu'il se trouve là. Alors, il faut retenir que la réponse à la question comment construire sa carrière, ce n'est pas quelqu'un comme moi qui vous le dirait. C'est vous-même qui devez y répondre en sachant comment procéder à chaque fois. La dernière question à laquelle je voudrais bien que l'on réponde, c'est pourquoi devrions-nous construire une carrière? Ici non plus, je ne viendrai pas avec une réponse, mais il faut savoir que nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de moyens pour construire notre vie. De salaire, vous allez en parler, de moyens de déplacement,
de maison, de tout ce que vous voulez comme besoin que l'on peut avoir. C'est peut-être une réponse. Mais l'autre chose aussi, c'est que l'on veut s'épanouir. On veut faire la carrière qui nous valorise dans la société. Et ceci est essentiel parce qu'en fait, nous devons être utiles à la société. Nous devons participer à la construction de la société et c'est peut-être une raison essentielle de vouloir faire en sorte que sa carrière soit le plus, soit la plus équipée, la plus organisée possible pour pouvoir rendre le service qu'il faut à la société. Nous sommes le produit de la société, nous devons aussi participer. Comment donc ceci s'applique à nous en tant que statisticiens? C'est qu'il faut savoir que dans la statistique, il y a un cycle que nous suivons. C'est que nous collectons des données. Très souvent, ce sont des données qui sont soit disponibles déjà, que nous devons aller chercher à retrouver, mais ça pourrait être des données qui sont tout simplement au niveau des individus ou des entreprises ou même des États qu'il nous appartient d'aller rechercher à travers des questionnaires que nous allons soumettre, faire des enquêtes, relever l'information. Mais il faut savoir que l'information n'est rien si l'on ne peut l'utiliser. Ici donc vient l'étape, après avoir collecté les données, de les analyser et de tirer la connaissance que l'on peut à partir des données que l'on a collectées. Et ce processus, ça peut paraître simple, mais en réalité, ça peut devenir compliqué si nous n'avons pas les instruments qu'il faut pour faire les analyses nécessaires. Supposons par exemple, parlons de politique, qu'un gouvernement est intéressé à savoir comment gagner les prochaines élections. Vous, en tant que statisticien, on vous pose la question. Quelque chose peut-être serait de satisfaire les vœux des électeurs. Mais comment est-ce qu'on connaît les vœux des électeurs? Il faut aller faire des sondages d'opinion. Il faut savoir ce qui est important aux gens. Il faut savoir comment leur faire comprendre que nous avons compris ce qu'ils ont dit et les amener. Mais ceci va nous amener à développer des méthodologies d'analyse de données qui sont en mesure non seulement de collecter, de traiter, mais de rendre l'information qu'on a à connecter donc à partir de ce que nous voulons faire. L'autre élément du cycle statistique, du cycle de vie de la statistique et des statisticiens, c'est l'usage de la statistique. Vous pouvez utiliser des millions de dollars pour collecter des données. Vous pouvez utiliser d'autres millions de dollars pour les analyser. Si vous n'utilisez pas ces données, les millions de dollars que vous aurez dépensés seront perdus. Parce qu'en fait, vous aurez collecté des données qui dorment dans vos tiroirs. Ces données vont être plus utiles lorsqu'elles sont disponibles à ceux qui doivent les utiliser. Une fois que l'on utilise les données, un autre élément important, et on va en parler tout à l'heure, sera donc l'élément de la qualité donc, des données pour savoir si les données rendent ce que l'on attendait d'eux comme utilité. Je résume donc que les étapes du cycle statistique sont la collecte, l'analyse et l'usage. Mais je dirais que ceci est une définition ancienne parce que de nos jours, les données changent et les données changent littéralement au quotidien. Le nouveau modèle du cycle de vie de la statistique aujourd'hui constitue donc à collecter les données, bien entendu, mais à savoir que les données que nous avons collectées sont des données de bonne qualité. C'est essentiel parce que, étant des humains, nous faisons des erreurs. Nous faisons des erreurs littéralement à chaque étape de notre vie. Et donc, pendant une collecte de données, il va y avoir des erreurs. Il faut avoir la possibilité donc de contrôler la qualité des données que nous collectons. Nous avons des outils pour le faire. Et l'autre chose qui existe sur le marché aujourd'hui, c'est avoir la possibilité, lorsqu'on dispose de données et surtout de données de masse, mais alors là, de très grands volumes de données, avoir les moyens d'explorer donc ces données en faisant des analyses poussées. Mieux, depuis longtemps, mais je dirais avec ces dernières années, de nouveaux outils sont venus sur le marché et nous permettent de faire de la modélisation, mais de la modélisation adaptée aux besoins, avec la possibilité de rentrer dans les données, de les disséquer
et de sortir ce qui va donc nous aider. Très souvent, ça marche comme il faut lorsque nous avons les outils qu'il faut, mais lorsque nous n'en avons pas, il y a la possibilité d'échouer au niveau de la modélisation et donc de perdre tout ce que l'on a capitalisé depuis la collecte de données. C'est essentiel donc de savoir comment utiliser les modèles en vue de les utiliser efficacement dans notre métier de statisticien. Et l'autre élément qui apparaît de plus en plus avec le temps, c'est que les modèles eux-mêmes sont des modèles que l'on peut développer, mais surtout que l'on peut rendre aux utilisateurs afin qu'ils puissent les utiliser et mieux nous rendre l'information de la façon dont nous aurions besoin dans le futur. C'est ici que vient la possibilité de collecter des données pendant même que les gens ne font rien de particulier. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis presque sûr que la plupart d'entre nous ont des téléphones. Mais on ne se rend pas compte que ces téléphones, à chaque instant, retournent des informations aux opérateurs téléphoniques qui les collectent et nous fournissent des services adaptés. C'est la nouvelle réalité du monde de la statistique et de la science des données. Nous allons donc venir là, aux nouveaux métiers qui sortent à partir de la combinaison de la statistique, de la science de l'information et de la science des données. C'est qu'aujourd'hui, en tant que statisticien, vous pouvez rêver d'être des ingénieurs de données. Ça peut vous sembler vague, mais exactement comme des ingénieurs de ponts et chaussées construisent des routes, construisent des immeubles, aujourd'hui, il y a des immeubles statistiques que l'on peut construire. Il y a des modèles innovants, des modèles futuristes que l'on peut construire et pour cela, on a besoin donc d'ingénieurs de données. Plus bas, ou en tout cas, quelque part en bas de l'ingénierie, il y a la capacité de faire de l'analyse de données. Mais alors là, de l'analyse avec les outils de pointe et avec les niveaux de qualité exceptionnels. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les données pour modéliser le marché et utiliser les données pour répondre aux questions essentielles de la vie, dont par exemple l'intelligence artificielle, dont par exemple la capacité de prédire ce qui va se passer à travers les données que nous avons collectées et que nous avons utilisées pour modéliser la société dans laquelle nous vivons. C'est ainsi que vous allez trouver aujourd'hui des appareils qui, sans que vous ne leur dites quoi que ce soit, vous avez comme l'impression qu'ils savent vos goûts, ils savent vos préférences, ils ont la possibilité de vous rendre ce qui est nécessaire à l'instant où vous vous trouvez. Si vous n'avez jamais fait l'expérience, mettez-vous un jour sur votre email, vous verrez une publicité qui vient et qui est en relation avec un achat que vous avez fait il y a quelques semaines de cela en vous proposant quelque chose de mieux adapté à un meilleur prix. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais derrière, il y a soit des statisticiens qui sont des hommes ou des modèles statistiques bien développés et des outils statistiques bien assaisonnés qui sont derrière et qui font la collecte de tout ce que vous avez fait et qui vous rendent après quelque chose qui va vous inciter à consommer comme il faut. C'est ici que vient donc la définition de l'industrie de la science des données, telle que je l'appellerais, parce qu'en fait, on se rend compte que de plus en plus, il y a tellement à faire sur la science des données que l'on ne peut pas tout maîtriser, que l'on ne peut pas être à la tête de tout. On doit même se spécialiser et choisir ce que l'on veut faire donc dans l'industrie de la science des données. Je vais finir cette présentation en rappelant à chacun de nous que faire une formation, c'est bien. Faire une formation dans une institution, c'est bien. Savoir se positionner sur le marché du travail, c'est essentiel. Savoir se vendre sur le marché du travail, c'est capital. Mais savoir construire sa carrière, il n'y a rien de mieux que cela. Je vais m'arrêter ici, prendre des questions. J'espère que je suis resté dans le temps. Monsieur Diawara, à vous. Oui, Monsieur Diawara, merci beaucoup pour cette présentation, pour cette très belle présentation.
Vous m'entendez, j'espère? Oui. Ok, je vais activer ma caméra. Euh, merci, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je crois que nous allons passer aux questions des participants. Il y a juste en bas de votre écran la main. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer là-dessus pour que M. Diawara puisse répondre. On va partir dans l'ordre de trois questions. Euh, d'accord. Y a-t-il des questions? Je vois c'est Cissé qui a levé la main. Regardez. Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a quelque chose qu'il me plaît de révéler ici, c'est que effectivement, on peut faire une présentation et puis ne pas avoir de questions et il peut y avoir deux raisons pour ça. C'est soit qu'on a tout compris ou Tout à alors qu'on fait. n'a rien compris. C'est ça. Mais dans le cadre de l'institution dans laquelle nous nous trouvons, je ne veux pas croire à la deuxième hypothèse et je vois déjà, ah non, c'est Issouf même qui lève la main. Donc, Il y a une main levée, M. Diawara. Ouais. d'accord. Donc, professeur, vous avez la parole. D'accord, ok. En tout cas, écoute, Mathieu, merci beaucoup vraiment en tout cas, pour cet éclairage sur la gestion de la carrière et puis aussi sur le métier de la statistique. En tout cas, qui de mieux que toi pouvait en tout cas nous en parler avec toute l'expérience que tu as accumulée. Mais j'aimerais quand même pour les auditeurs juste poser une question, en tout cas, le temps que, en tout cas, peut-être certains d'entre eux vont revenir là-dessus. Maintenant, parce que là, on est là et puis il y a des jeunes peut-être qui peuvent être intéressés à ces filières qu'on offre, ces filières de formation qu'on offre maintenant. Bon, la question, pourquoi est-ce qu'un jeune qui vient d'avoir son bac, parce qu'il y a plusieurs autres, en tout cas, spécialisations, hein, pourquoi est-ce qu'il devrait choisir éventuellement la statistique, en tout cas, comme filière de formation de nos jours, en tout cas, de nos jours, quoi. Et puis, quelles sont les opportunités que cela pourrait lui apporter? Parce que, bon, à la fin de la journée, je pense que quand ils font leur formation, c'est d'être sûr aussi qu'ils ont un bon emploi et puis ça leur permet d'avoir une vie décente, quoi. C'est une question à moi? Une question à toi, oui, effectivement. Ah, ok, d'accord. Je vais essayer. Alors, euh, je signale que Issouf qui a pris la parole est un statisticien aussi et je vais essayer et il va certainement me compléter comme il faut. Euh, Là où je suis, rien ne me destinait au début à devenir un statisticien. Quand j'étais sur les bancs, je n'en rêvais pas du tout. D'ailleurs, même je ne savais pas ce dont il s'agissait jusqu'à ce que je fasse ma licence de mathématiques. Et dans le processus de la licence, il y a évidemment à partir de la deuxième année, de la deuxième et de la troisième année de formation à l'université, où on fait de la statistique avancée, de la statistique mathématique notamment, et on va y aller. En ce moment, je commence par m'intéresser à quelque chose qui me semble intéressant, mieux que les mathématiques en général. Et quelque chose est arrivé. C'est que je devais finir ma formation et je devais choisir où je devais aller. Et comme toute personne qui ne maîtrisait pas sa carrière à l'époque, je passais des concours. Un concours d'informatique vient, je vais peut-être passer. Un concours de ceci vient, je vais passer. Et puis j'ai passé deux concours essentiels. Le concours d'entrée à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, qui est un concours très compliqué et je ne veux pas me vanter ici, mais je n'interdis à personne d'aller essayer de passer ce concours de toutes les façons. Vous pouvez l'avoir parce que vous êtes peut-être plus intelligent que moi, ça n'a rien à voir. En tout cas, pour moi, c'était difficile. Je passe le concours et je passe en même temps le concours de l'Institut de formation en démographie qui se trouve à Yaoundé. Et pour une raison, j'obtiens les deux concours. Et c'est dans la recherche de de ce de ce qu'on fait dans cette école, que je me rends compte qu'en fait, la démographie, c'était en fait de la statistique appliquée à la population. Et donc, je me retrouve à avoir deux concours de statistiques dont je devais choisir dans des écoles respectables de la région.
Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller à Abidjan, c'est parce que c'était proche de chez moi, comparé au Cameroun. J'arrive donc, je fais une formation et une formation exceptionnelle parce que c'est assez compliqué et j'espère qu'on vous montre toutes les facettes de la statistique à l'école. Je n'ai aucun doute par rapport à ça que ce n'est pas l'école la plus facile d'Abidjan. Une formation très difficile que l'on fait et je me rends compte en sortant de l'École nationale supérieure de la statistique que je pouvais soit choisir de devenir statisticien ou économiste ou aller et venir. Mais je vais vous faire une révélation. C'est que j'ai commencé statisticien et littéralement, je vais finir statisticien parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement passionnant, c'est tellement euh, agréable, et je vais utiliser ce mot, que je ne me suis pas déconnecté. Bien entendu, je vends mon produit, je vends ce dans quoi j'ai évolué, mais de tous ceux qui sont sortis avec moi, peut-être le tiers, peut-être le quart sont restés statisticiens et ils sont restés peut-être à cause de cet enthousiasme, à cause de cette exposition que l'on a à partir des statistiques. Et je dirais même, je me suis spécialisé en statistique, où je fais de la statistique appliquée à la macroéconomie. Et dans cette spécialisation, je me suis spécialisé sur la qualité des données, qui est un nouveau métier qui arrive sur le marché progressivement, dont les gens commencent plus ou moins par voir l'utilité. Et ceci, je vais vous donner une petite anecdote. Qui d'entre nous n'a pas fait l'expérience de la COVID? Qui d'entre nous n'a pas su qu'au début de la COVID, il était prévu qu'au milieu de la pandémie, l'Afrique allait disparaître? Toutes les recherches qui existaient au monde prévoyaient que ce sera la catastrophe en Afrique. Mais nous sommes là 3 ans, 4 ans après, et on se rend compte que l'Afrique n'était pas la plus touchée de tous les continents du monde. Comment se fait-il que le monde de la recherche n'a pas pu capter? Eh bien, ça peut se retrouver dans la qualité. Ça peut se retrouver dans la qualité des données, ça peut se retrouver dans la qualité des recherches, ça peut se retrouver dans la qualité, dans le fait que la politique intervient dans la présentation des données et des connaissances qui font que, d'une manière ou d'une autre, on rate un pan important et on s'en va. Mais regardez l'hypocrisie. Aujourd'hui, personne n'en parle. Mais en réalité, ce qui a été prévu il y a 3 ans de cela, il y a 4 ans de cela, ne s'est pas réalisé. Regardons autour de nous. Coup d'État au nord, coup d'État au sud, coup d'État à gauche, coup d'État à droite, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'information qui n'a pas circulé comme cela devait se faire. Et voilà les conséquences. Vous allez me dire que j'exagère, mais imaginez par exemple que les pays où en ce moment ça ne va pas aussi bien, que les gens aient utilisé les données comme il fallait, utilisent des données qu'il fallait pour faire ce qu'il fallait pour leur société, il n'y aurait pas tout le désordre que l'on voit avec des gens qui se tirent dessus, des gens qui se tuent, des gens qui se renversent et qui font ceci, qui font cela. Cela se retrouve dans la qualité des données, cela se retrouve dans la qualité de l'information, cela se retrouve dans la qualité des connaissances. C'est un nouveau métier et ça vient. Voilà par exemple les éléments qui peuvent vous intéresser. Mais mieux, je viens de me faire former en statistique. Je vais aller sur le marché du travail. Eh bien, je dirais que tout vous attend. Parce que la macroéconomie est le premier qui m'intéresse moi. C'est là où j'ai évolué. Excusez-moi si je suis biaisé, mais c'est là où j'ai évolué. La gestion de l'économie nécessite beaucoup de statisticiens. Aujourd'hui, on estime que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, les écoles de statistiques qui sont là ne pourront pas former autant de statisticiens que le gouvernement aura besoin. Elles ne pourront pas former autant de statisticiens dont aura besoin le secteur privé, les banques, les assurances, les organisations internationales, les gouvernements étrangers. On peut même être consultant soi-même et être en train d'aller à travers le monde. Ça, c'est ce que l'on obtient à partir de la statistique. Ce que je veux dire, et ça n'engage que moi, c'est que la statistique n'est pas un métier
métier isolé, c'est un métier qui croise littéralement tous les autres secteurs et pour cela, il se pourrait que ce soit l'un des secteurs dans lesquels il y a le plus d'emplois possibles pourvu que l'on sache identifier donc ces emplois et que l'on sache donc les utiliser. Je ne vais pas prendre tout le temps pour répondre à cette question, mais ce que je veux dire, la statistique, c'est le plus beau métier du monde. Et ne me croyez pas, prenez le temps de le vérifier. En tout cas, on a compris. On a compris. Merci beaucoup, vraiment, Mathieu. C'est ça. Mais Merci beaucoup. Allez-y, professeur, allez-y. non, 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 je voulais juste te passer la parole pour dire si dans le public, il y a des gens qui veulent réagir. J'ai d'autres questions, mais bon, on va laisser le public, en tout cas. Tout à fait. Tu crois que Je crois que j'ai j'ai des mains? répondu à la question. Hein? Ah Il oui, y a... tu as très bien répondu à la question. J'avais d'autres questions là, en tout cas, mais bon, Non, il n'y je a pas vais de laisser. problème. On y va, on continue. OK, il y a Marc là qui a levé la main, donc on va prendre sa question. Marc, vous avez la parole. Ah, moi, tu applaudissais plutôt, hein? Ah bon, ce que tu n'as pas fait attention. D'accord, OK. D'accord. Bonsoir, monsieur. Non, c'est pas lever la main. J'étais très content de ce que le professeur a dit et c'était tellement clair, en fait, que j'ai applaudi. Mais dis-nous, Marc, tu es en statistique ou bien tu veux aller en statistique? Bon, bon, moi, j'ai du mal, en fait, à choisir. J'ai fait l'économie. Mhm. Ben, je ne sais pas si je dois faire la statistique ou bien faire l'économie quantitative. Bon, je ne sais pas, en tout cas, j'ai du mal à faire un choix. Ah, ok, Je peux d'accord. vous aider? Ok, d'accord, c'est ça. Oui, Je peux vous monsieur. aider? Je peux vous aider? Tout à l'heure, j'ai présenté mon produit, d'accord? Et je vous ai dit que c'est le produit le plus beau produit du monde, n'est-ce pas? C'est Mais ça. sachez qu'aujourd'hui, se faire former simplement statisticien serait un handicap. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Il y a un écho? Je crois que c'est chez le professeur. OK, c'est bon. Ok, d'accord. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, je disais que j'ai présenté mon produit comme étant le plus beau du monde, etc. Et c'est tout à fait vrai. Mais se former statisticien pour se faire former statisticien pourrait être un handicap pour vous. Faire, par exemple, de l'économie quantitative. Non seulement ça vous donne la possibilité d'avoir le côté statistique de l'affaire, mais ça vous donne la possibilité d'avoir le côté économiste de l'affaire, qui vous donne la possibilité d'avoir de la statistique appliquée à l'économie. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait la statistique appliquée. Si j'avais fait la statistique théorique, je ne sais pas ce que ce serait pour moi aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal en statistique théorique, mais je ne l'ai pas faite. Et donc, je ne vais pas m'aventurer dessus. Ce que je veux dire, c'est que se former comme quantitativiste ou économiste quantitativiste est un avantage. Être un actuaire, vous ne vous rendez pas compte, c'est l'un des meilleurs statisticiens au monde parce que c'est celui qui travaille dans le monde des assurances. Et tenez-vous tranquille, où est-ce qu'il y a le plus d'argent dans le monde? C'est soit en banque, soit en finance, soit en assurance, soit en santé, en tout cas pour les États-Unis, en ce qui concerne les États-Unis, soit en gestion publique, dans divers domaines. Ce qui fait que, à mon avis, et ça c'est mon avis seulement, quel que soit le métier que vous aurez choisi, si vous y ajoutez de la statistique, si vous y ajoutez de l'informatique, si vous y ajoutez surtout l'anglais, et je vais préciser l'anglais, on va peut-être revenir sur ça plus tard, vous faites la combinaison de ces quatre ou un cocktail de ces quatre éléments, vous aurez une carrière de rêve. Tout le monde va vous rechercher. Donc, ce n'est pas question de se faire former statisticien pour se faire former statisticien, c'est question de se faire former statisticien pointu dans un domaine que l'on aime bien appliquer. Est-ce que ceci aide celle qui pense qu'elle hésite à choisir? Oui, ça va. J'espère que je n'ai pas exagéré. S'il y a quelqu'un d'autre? Non, ça va. On va demander au public s'il y a d'autres questions. M. Cissé qui avait ouvert son micro. Je ne sais pas si nous entend, s'il avait des questions. Bonjour. Non, non, je n'avais pas de questions. Je venais de me connecter, enfin de me reconnecter. Le Ok. micro était ouvert automatiquement. En tout cas, Ok. merci beaucoup, professeur.
Ah, si on peut savoir un peu, comme vous êtes parmi des gens du public, là, vous, qu'est-ce qui vous intéresserait particulièrement? Vous êtes un professionnel ou bien vous êtes quelqu'un qui cherchait à vous inscrire pour une formation éventuellement? Non, je suis un professionnel. Mhm. J'ai fait un 2A en économétrie appliquée. Et donc, après, j'ai viré dans le secteur de la finance. Donc, j'étais responsable du pilotage commercial. Donc, on faisait plus de modélisation, etc. dans le domaine. Ok, d'accord, ok. Bon, là, je suis à mon propre compte. J'ai ouvert un cabinet et je suis en train de me spécialiser justement dans les domaines du data science. Ok, Donc, je d'accord. recherche de nouvelles idées. Ok, d'accord, ok, parfait. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un collègue. Ah, ok, d'accord, c'est un collègue. Ok, d'accord, c'est Monsieur ça. Cissé est mon ancien patron. Ah, Je le précise que c'est ça. Voilà. ah, ok, 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 d'accord. monsieur Cissé est mon ancien patron. D'accord. Est-ce qu'il y a Mais d'autres? Merci beaucoup. Si le Bonsoir. public est timide, Moi, j'ai une pourquoi? question. Il y a Allons-y, quelqu'un oui. qui a levé la main. Allons-y. Allons-y. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Barry Kadiatou Seydi. Je suis actuellement étudiante à Master 2 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et au département de mathématiques de Lille. Je suis, disons, j'aurai le profil de data scientist après mon master de cette année-là. Et j'ai des choix à faire. Je souhaite faire carrière dans le secteur de l'assurance et de l'assurance, mais vu que vous avez beaucoup d'expérience, euh, ou bien dans le domaine Orange ou bien MTN. Euh, je suis dans l'embarras du choix entre le secteur de l'assurance et le secteur de téléphonie, les opérateurs de télécommunications, au fait. Ce que je voulais vous demander, les opportunités de carrière, là où c'est possible d'avoir, de gagner plus, voilà, parce que c'est un peu ça, au fait. C'est fini la question? Oui, oui, c'est fini, Ok. c'est juste, Et Monsieur Dia- je suppose que vous êtes sénégalaise? quel est le secteur qui est beaucoup plus... Et je vais non, répondre. je ne suis pas sénégalaise, je suis guinéenne. Ah, ok, d'accord. Le pays le plus riche d'Afrique. C'est bien. Alors, vous serez surpris que j'ai fait Cheikh Anta Diop Ah, bien aussi. sûr, bien sûr. Vous serez surprise que j'ai fait Cheikh Anta Diop. J'ai fait Cheikh Anta Diop de 89 à 93. Donc, je peux déjà estimer, ou en tout cas, je peux déjà infirmer que vous vous trouvez dans l'une des institutions qui prépare le mieux au métier de statisticien. J'exagère, mais j'exagère exprès, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des mathématiques appliquées à Cheikh Anta Diop, et c'est par là qu'est venu en fait le goût des statistiques pour moi. L'autre chose, j'ai bien appris que vous faites la science des données avec une institution internationale, en tout cas non africaine, française notamment, qui vous donne la possibilité de mieux vous positionner sur le marché du travail, en réclamant par exemple que vous avez fait Lille, et ensuite que vous avez fait l'un des métiers les plus récents qui existent dans l'industrie, qui est l'industrie de la science des données. Alors, lorsqu'on pose les questions de carrière en matière de salaire, je souris. Et la raison pour laquelle je souris, c'est que vous pouvez travailler pour une institution A, faire exactement la même chose pour une institution B, et l'institution A vous payera X, l'institution B vous payera 10 fois X. Je n'exagère pas trop ici, mais en fait, la réalité est comme ça. Donc, si l'on est intéressé par le salaire,
pour résoudre l'équation, c'est très simple. C'est demander qui sont ceux qui payent le plus, ou le plus en tout cas, sur le marché, et se diriger directement vers ces institutions. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y aura de la compétition et parfois même de la compétition toxique en ce moment parce que vous aurez choisi d'aller sur une partie du marché où peut-être vous allez avoir, peut-être vous n'allez pas avoir. Et quelque chose qui me plaît bien, c'est ceux qui commencent, oui, je veux travailler pour les organisations internationales, je veux travailler pour la Banque mondiale, etc., etc. C'est possible. Mais si vous vous mettez en tête déjà que vous voulez travailler pour une organisation particulière, vous ignorez les autres qui existent. La stratégie que je proposerais à n'importe qui est de se dire, je vise une, deux, trois, quatre catégories d'organisations. Je ne peux pas non plus viser toutes les organisations du monde. Et ces organisations, je les étudie. Je vois ce qu'ils font. Je vois ce qu'ils payent. Je vois comment ils interviennent sur le marché. Je m'intéresse à ces organisations. Et une fois que je me rends compte que j'ai créé un réseau tel que je sais à peu près ce dont il s'agit et je sais comment ils recrutent, je rentre dans leur système de recrutement, je me fais inscrire, je fais un réseau, je crée des amis, je travaille avec les gens, parfois même gratuitement, excusez-moi de dire ça, mais ce n'est pas si vrai que ça, de sorte à ce que l'on me remarque. C'est une des stratégies les plus efficaces, c'est-à-dire le réseautage, qui vous permet en fait de rentrer dans une institution sans y rentrer. Lorsque vous adoptez ceci, vous serez surpris un jour, quelqu'un vous demande, vous avez votre CV là sous la main et vous ne vous rendez pas compte, il y a un métier à côté ici, on vous le propose. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans certaines institutions parce que des collègues ont y travaillé. Et certains de ces collègues sont dans cette assemblée. Et ce système, je l'ai utilisé et je continue de l'utiliser aujourd'hui. Donc, si vous voulez entrer à Orange, c'est à vous de commencer par entrer à Orange pendant que vous êtes encore à l'école. Allez-y. Mais surtout, ne commettez pas l'erreur de vous fixer sur une seule institution parce que ça pourrait ne pas se réaliser. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Je ne vais pas prendre trop le temps, mais c'est ce que je vous conseillerais. Trouvez une stratégie. Et la stratégie est importante. Tout à fait. On va prendre les deux questions à la fois. Donc, Okay. Allez-y. Allez-y, madame. Suivi. Oui, je vous remercie de votre intervention et je vois que vous êtes nos aînés et je suis très ravie de votre intervention et je prends bonne note de ce que vous avez dit. Et moi, en particulier, quand même, je vise les banques et les opérateurs de téléphone. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Construisez madame. une stratégie, c'est ma réponse. Allons-y. Okay. Merci beaucoup, madame. On va donner la parole aux deux autres. On va prendre les deux questions. Celle de monsieur Ramdé et monsieur, son nom n'y est pas, je crois que c'est monsieur Ford. Oui, Donc, allô? on va commencer par monsieur Ramdé. Allez-y. D'accord. Oui, allô, merci pour la parole et d'abord merci pour ce canal qui permet d'échanger. Moi, personnellement, c'est pas une question, mais c'est une contribution. C'est pour appuyer les dits de monsieur Mathieu, même de monsieur Soumaré, parce que je suis issu de ces écoles de statistiques, hein. Moi, j'ai fait Yaoundé lycéa. C'est pareil avec une base en mathématiques. Aujourd'hui, je travaille dans le secteur des assurances. Ça fait plus de 7 ans maintenant. Depuis la fin de ma formation, c'est là où je me suis orienté. Je peux dire que les statistiques sont vraiment consommées dans ce secteur. C'est pour donner cette information aux jeunes qui pensent que souvent, c'est pas assez consommé, mais c'est très consommé. Et la demande est assez forte. Pour le marché burkinabé que je connais très bien, il n'y a pas une société d'assurance qui n'a pas 2 ou 3 statisticiens dans la boîte parce que c'est assez sollicité et très demandé. Donc, en termes d'orientation de carrière, faire la statistique, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Maintenant, il faut arriver à compléter, c'est pour aller dans le sens de ce que Mathieu a dit. Il faut compléter ça parce que ça reste un peu général.
Mais quand on complète une formation dans le domaine qu'on souhaite, ça permet de bonifier encore la formation. Parce que moi, après ma formation de statistique, j'ai complété avec des formations complémentaires en assurance pour pouvoir cerner bien les notions qui se trouvent dans ce secteur-là. C'est un peu cette expérience que je voulais partager, comme il y a aussi des plus jeunes qui écoutent. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre contribution. Oui. Allez-y. Monsieur Fort, ouais. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Oui. on vous reçoit. Ok. Bonsoir à tous. Je me nomme Ibrahim Traoré. Euh, vous m'entendez bien, c'est ça? Oui, on Oui, vous ça va. entend, on vous reçoit. Moi, j'ai seulement une préoccupation. Je suis étudiant en mathématiques appliquées option actuariat à l'Institut universitaire d'Après. J'ai pratiquement fini la formation, je suis en attente du diplôme de licence. Et j'aimerais bien m'orienter pour le master vers l'Institut Soumaré pour terminer les études. Mais actuellement, je suis en stage à sa assurance ici et j'ai j'ai appris plein de choses sur l'actuariat au niveau de l'assurance. Donc déjà, je voulais savoir si c'est un métier prometteur en Afrique ici. Parce que je me suis déjà engagé, mais j'entends certaines choses. On vous reçoit difficilement maintenant. Allô, c'est bon? Ibrahim, c'est bon? Il a fini, non? Ben, je crois que oui, on n'entend plus. Oui. Il doit avoir, il doit avoir Je un pense problème de je réseau. pense qu'on a cerné l'essentiel. Il veut savoir si le métier d'actuaire est un métier prometteur. C'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis. C'est le métier que j'aurais bien souhaité faire et que je n'ai pas fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qui d'entre nous ne consomme pas l'assurance? Vous m'avez entendu? Oui, on a Je crois compris. que c'était ça, non? Comment? C'était de savoir, votre question était de savoir si un métier de statisticien en actuariat, ou en tout cas un métier d'actuariat est un métier prometteur. C'était ça, non? Il y en a. Et donc, je disais que l'actuariat est le métier que j'aurais bien souhaité faire et que je n'ai pas fait. La raison est la suivante. Si je pose la question aujourd'hui de savoir qui d'entre nous ne consomme pas l'assurance, je ne sais pas combien de personnes vont lever la main. Si je pose la question combien de personnes ne consommeront pas de l'assurance, je trouverai 0 si les gens sont honnêtes. Si je pose la question combien d'entre nous n'ont pas besoin de consommer l'assurance, alors là, je devrais avoir 0 de 0. La réalité est que l'assurance est partout. L'assurance est sur littéralement tous nos biens, y compris même notre santé, y compris notre retraite, qui n'est qu'une assurance, et tout et tout. Ce que je veux dire, c'est que l'assurance est partout. Les statisticiens, comme je le disais tout à l'heure, sont un métier général qui parcourt la plupart des secteurs. Mais en se retrouvant comme statisticien en assurance, on se retrouve dans un milieu où il y a beaucoup, mais alors là, beaucoup d'argent, où il y a beaucoup d'opportunités, où il y a beaucoup d'emplois, où il y a beaucoup de marchés, dites beaucoup de tout. Toutes les voitures sont assurées, toutes les maisons devraient être assurées, notre santé est assurée, ce qui signifie que tout le monde devrait être assuré. C'est un secteur, à mon avis, où il y a le plus d'opportunités possibles. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous vous êtes formé en mathématiques appliquées, que vous êtes en actuariat, que vous avez fait comment on appelle, de la statistique, que vous êtes actuellement en train de pratiquer de l'actuariat en assurance, continuez, foncez, foncez, foncez. Si après, vous voulez devenir, je raconte n'importe quoi, vous voulez devenir sociologue,
C'est votre choix de décider de là où vous voulez aller à partir d'un moment donné et de construire une stratégie pour y arriver. Si c'est une question d'épanouissement, vous avez le choix, vous avez la possibilité de changer de secteur. Mais je vous dis, vous n'avez qu'un certain nombre limité d'années à vivre. Le mieux, c'est de profiter de l'instant présent et de construire le futur qu'il vous faut. Et si vous êtes dans le milieu de l'assurance, les opportunités sont littéralement infinies et infinies à la puissance 2 parce que vous êtes en train de faire un métier qui est la statistique, qui est très recherché dans un milieu de l'assurance qui est un milieu omniprésent. Donc, je dirais en fait que vous avez de l'opportunité à la puissance 2. J'espère que je n'ai pas trop exagéré. Ah, ça va, merci. Merci bien, Mathieu. Et puis, si je peux ajouter, Allez-y. voilà, c'est ça. Merci bien, Mathieu. Si je peux bien ajouter aussi. Et puis, par rapport à, en tout cas, l'étudiant qui vient d'intervenir tout à l'heure, il y a aussi, comme le même format de webinaire, il y a un autre aussi, je pense, c'est le jeudi, hein, Ibrahim, si tu pourras préciser. Oui, c'est bien le jeudi à 14h30 également. Voilà, donc il y a un qui est demain à 14h30 sur la finance, l'économie quantitative, donc où on aura quelqu'un qui va venir parler des métiers de l'économie quantitative. C'est quelqu'un aussi qui fait une expérience aussi différente aussi, vous allez pouvoir poser des questions. Le jeudi, on aura quelqu'un qui va venir parler de l'actuariat, qui est dans le domaine de l'assurance et qui exerce dans ce domaine-là. Donc, à qui vous allez pouvoir poser aussi des questions aussi, qui va pouvoir vous dire aussi dans ce domaine-là aussi, en fait, là, les opportunités et puis les possibilités dans ce domaine aussi. Voilà. Donc, en plus de ce que M. Diayola vient de vous donner aussi comme réponse, mais bon, si ça vous intéresse encore, vous pouvez venir aussi jeudi pour écouter aussi et puis échanger avec la personne qui est dans ce domaine aussi, quoi. Ouais. Ok, donc Ibrahim, tu as la parole là. Oui, ok. Donc, c'est ça. Bon, peut-être juste préciser également que ça sera le même lien. C'est le même lien qu'il faut juste utiliser. Autre question ou bien autre intervention. J'ai vu Toshiba, c'est ça, qui a ouvert son micro. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. Monsieur Diaola, moi j'ai une question pour vous. C'est concernant le métier. Quelles sont les perspectives avec de la statistique ou bien des statisticiens avec l'avènement de l'intelligence artificielle? La plupart du temps, j'aimerais bien savoir à qui je m'adresse. Non, c'est Je Ibrahim. dis que c'est pas ça. C'est Ibrahim. C'est Ibrahim Diawara. C'est Oh, moi qui Monsieur ai posé la Diawara? question. Oui, c'est Oh, moi qui ai posé d'accord. la Ok. question. Toutes mes excuses. Non, pas de souci. Si vous voulez bien reposer, je dois reformuler la vôtre de manière différente puisque vous présidez la réunion. Je vais vous reposer un peu la question, s'il vous plaît. Non, en fait, j'ai demandé quelle deviendra la statistique ou bien quels sont les métiers, quelles sont les perspectives hein, avec l'intelligence artificielle qui est en train de se développer actuellement. Ok, d'accord. Je n'irai pas à prétendre que les statistiques sont le socle de l'intelligence artificielle parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. L'intelligence artificielle, c'est de la mathématique avancée, c'est de l'informatique poussée, c'est la science de l'information à outrance et c'est la capacité à transformer la société. Donc, je ne vais pas aller dans ce secteur parce que je vais simplement tenter de noyer en fait le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Si vous voulez faire de l'intelligence artificielle, je vous conseillerais de regarder du côté de l'informatique, de regarder du côté de la science de l'information, de regarder du côté de la science des neurones ou des choses qui sont un tout petit peu plus avancées, mais qui rencontrent la statistique quelque part. Ce que je veux dire, ou ce qui serait utile, beaucoup utile pour nous en tant que statisticiens, une fois que nous nous sommes fait former statisticiens, à mon avis, ce qui serait intéressant pour nous, c'est savoir profiter de l'intelligence artificielle. En fait, beaucoup pensent que l'intelligence artificielle est arrivée sur le marché hier. C'est faux. Moi, j'ai étudié l'intelligence artificielle à partir de 1991. Et là, on était déjà avancé parce que les gens faisaient de l'intelligence artificielle depuis les années 30, depuis peut-être même bien avant ça. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas venue sur le marché hier. Mais l'intelligence artificielle évolue avec les réalités et avec le moment et devient un outil indispensable
autant que l'était l'informatique, à mon avis, il y a 30 ans ou 50 ans de cela. Donc, ce qu'il nous faut, à mon avis, en tant que statisticien, si nous nous faisons former statisticiens ou quantitativistes ou quoi que ce soit que nous nous faisons former, c'est de pouvoir utiliser les capacités de l'intelligence artificielle. Et je crois que l'élément le plus proche de nous, c'est le machine learning. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est un élément qui permet de faire de la modélisation à partir des données et qui, par exemple, collecte un volume de données et en génère d'autres et vérifie que ces données sont conformes à ce que nous avions collecté auparavant. Comment ça pourrait nous être utile? Eh bien, imaginez-vous que vous avez votre cabinet, que vous êtes un statisticien indépendant et que quelqu'un vient vous demander qui va gagner les prochaines élections aux États-Unis. Si vous développez un modèle suffisamment avancé qui non seulement prédit, mais réalise le phénomène attendu et le réalise à nouveau, puis le réalise à nouveau, vous allez vous faire tellement d'argent que vous ne saurez pas comment le dépenser. Ça, c'est comment on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, au risque de transformer l'objectif de cette session, je ne vais pas prendre le risque d'aller tout droit dans le milieu de l'intelligence artificielle. Cependant, je vais reconnaître que l'intelligence artificielle prend de l'ampleur, mais n'est pas que de la statistique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'il nous faut, c'est savoir en profiter. Est-ce que ceci pourrait vous satisfaire comme réponse? Oui, ça va pour moi. On avait des questions qui nous revenaient surtout au niveau des prospects et étudiants qui demandaient réellement s'il y avait un lien entre ces deux branches-là, la statistique et également l'intelligence artificielle. Ben, je crois qu'on Je a pense notre qu'il y a un réponse. lien, mais le lien est relativement faible à Enfin, mon avis. Mais c'est un lien dont on peut profiter, bien entendu, en utilisant l'intelligence artificielle au plus haut niveau. OK. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. Il y a encore une main levée, ou bien c'est la Non, même main? c'est la même main. C'est la même Oh, main. ok, d'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, d'autres questions. Certaines personnes qui, il y a d'autres qui qui viennent de nous prendre en cours. Ben, OK. Professeur, je pense que s'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à la session. Est-ce qu'on demandait à M. Soumaré, je pense qu'il avait des points qu'il voulait nous suggérer, ça pourrait peut-être aider à finir de la façon la plus optimale possible, je ne sais pas. C'est une proposition. Ah oui, c'est ça. Ok, mais en tout cas, je voulais demander aussi, parce que bon, on entend beaucoup dans ce domaine la statistique et puis on entend aussi les data science. Demander un peu de dire est-ce que bon, il y a une différence entre les deux ou bien c'est juste une question de mode aussi où on change le nom pour statistique à data science. Je ne sais pas si tu peux. Alors, c'est un expert qui me pose une question que je considère comme un piège, mais je vais le prendre. Je vais le prendre. Il n'y a pas de problème. Est-ce que la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que être statisticien revient à être un scientifique, un chercheur en matière de sciences de données, ou être un chercheur en matière de sciences de données, c'est être un statisticien ou vice-versa? Alors, mon avis, c'est que le métier de statistique a toujours existé et je dirais que ça date de très longtemps. Je dirais du premier moment où l'homme a commencé par compter, il a commencé par faire des statistiques. Et il y a des statistiques comme par exemple les statistiques de la population qui datent de milliers d'années. Donc les statistiques ont été là depuis longtemps. Les statistiques sont là en ce moment et seront là encore pour le reste du temps. J'exagère, mais je crois que je dis quelque chose de vrai. Donc, on peut rester statisticien même dans l'ère de la science des données. Maintenant, est-ce que la science des données est dichotomique ou en tout cas dissociée de la statistique? Je dis non. Parce que la science des données telle qu'elle est définie aujourd'hui est une combinaison de mathématiques, de statistiques, de sciences de l'information et de l'informatique. Je fais une petite différence entre les sciences de l'information et l'informatique. C'est l'association de tout ceci qui fait la science des données telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Les sciences de données du futur sont peut-être des sciences de données qui vont se mélanger un tout petit peu avec l'intelligence artificielle, un tout petit peu avec d'autres recherches prospectives qui sont là et qui existent déjà, qui vont peut-être faire avancer les choses et qui vont peut-être faire mieux que l'on puisse prédire en matière de statistiques, parce que c'est un élément, ou du moins c'est un secteur, c'est l'un des métiers de la statistique qui sont les moins utilisés et les moins appréciés aujourd'hui, c'est la capacité à prédire, mais aussi les choses comme la qualité des données. Est-ce qu'on va se retrouver encore dans quelques années dans un phénomène où tout le monde, en tout cas une bonne partie de la population, va se tromper sur un événement comme par exemple la pandémie qui s'est passée la dernière fois où une bonne partie des recommandations étaient fausses? C'est peut-être non. Donc ce que je vais répondre, c'est que la statistique n'est pas la science des données. La science des données contient de la statistique. Un bon statisticien devait pouvoir avoir la capacité de profiter de l'ère du temps, qui est l'ère de la science des données, devait profiter de l'ère du temps, qui est l'ère de l'intelligence artificielle, et utiliser ces éléments pour faire mieux son travail. Je le fais, je le conseillerais à n'importe qui, je le fais peut-être à un degré qui n'est rien par rapport à ce que vous pouvez faire, parce que vous êtes un tout petit peu plus jeune que moi et avait la possibilité de faire mieux encore l'usage de l'intelligence artificielle ou de la science des données telle qu'elle est en ce moment. Donc, les statistiques ne sont pas la science des données. La science des données contient de la statistique et il y a la possibilité d'évoluer avec chacun de ces secteurs en combinaison. C'est ce qui serait optimal à mon avis. C'est ce que je répondrai à la question de quelqu'un qui sait très bien de quoi il s'agit. Ah non, mais Mathieu, en tout cas, tu as très bien, en tout cas, merci pour tous ces détails-là. Mais Mathieu, j'aimerais quand même, avant qu'on ne termine, s'il peut prendre quand même quelques minutes pour nous donner un peu par rapport à ton parcours. Parce que bon, je sais que tu es passé dans plusieurs institutions et puis, même si tu es statisticien, ce n'est pas la même chose que tu faisais dans chacune de ces institutions. Je pense que ça va permettre aux jeunes qui sont connectés de voir un peu toute la panoplie de choses qu'on peut faire avec les statistiques. D'abord, si tu peux nous parler un peu de ton expérience d'abord à l'ADRAO, en tout cas dans cette structure américaine qui s'occupait du riz, par exemple, là. Je sais que c'était ta première expérience, si je ne me trompe pas. Après, si tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait là-bas en tant que statisticien. Après, qu'est-ce que tu as fait avec ton passage, par exemple, à la CEDEAO? Qu'est-ce que tu as eu à faire de façon concrète là-bas? Après, à la BAD où tu es passé, qu'est-ce que tu as eu à faire? À la Banque mondiale aussi, qu'est-ce que tu as eu à faire? Et puis maintenant, présente-toi, qu'est-ce que tu fais comme statisticien? Non, mais pour que les jeunes aussi puissent voir un peu quand même. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Un peu la diversité quand même des choses qu'on peut faire avec les statistiques et qu'on peut toucher à beaucoup plus de choses que, bon, en tout cas, ce n'est pas seulement quelque chose qui est très, très limité, en fait, quoi. Pas de problème. Tu veux mon CV, c'est cher, mais je vais le donner quand même. Je vais le donner quand même. Is remote control of your screen? No. Comment tu vas faire ça? Donc, alors, mon premier emploi était, ou du moins quand j'ai fini l'École nationale supérieure de la statistique, d'ailleurs même je vais commencer par là. Quand j'avais fini l'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée, ce qui se présentait à moi tout de suite comme opportunité était la possibilité d'aller continuer mes études. Et j'étais frustré parce que à l'École nationale supérieure de la statistique, j'ai souffert d'une situation où j'étais l'un de ceux qui avaient le moins d'expérience professionnelle dans ma classe. Il y avait des professionnels, à chaque fois qu'on demandait quelque chose, ils faisaient mieux que moi. Donc, je me suis dit, au lieu d'aller continuer mes études, je ferais mieux commencer par travailler. Et mon premier emploi, je l'ai eu à l'Institut national de la statistique de Côte d'Ivoire avec un collègue qui finissait au même moment que moi et j'ai travaillé avec lui pour quelqu'un qui est aujourd'hui à la tête de l'Institut national de la statistique là-bas. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé et là-bas, je faisais de la comptabilité nationale. Je m'occupais du compte des entreprises dans la comptabilité nationale de Côte d'Ivoire. J'ai fait ça quelques mois et pendant que je travaillais là-bas, j'ai eu quelques consultations à la Banque africaine de développement, rien d'intéressant. Et puis, moins de 6 mois après avoir commencé mon stage, puis mon premier emploi à l'Institut national de la statistique, Issouf avait fait son stage à la DRAO et la DRAO était intéressée par les statisticiens de l'École nationale supérieure de la statistique et avait proposé un poste qui devait servir à la politique agricole dans laquelle on devait fournir des informations pour mieux construire les politiques
agricole. J'ai eu ce poste auquel Issouf n'a pas postulé. n'a pas postulé, donc c'est lui qui m'a donné le poste. J'ai eu ce poste, j'ai fait 4 ans et je gérais quelque chose qu'on appelait la base de données des statistiques agricoles de la DRAO. Et la DRAO, vous la connaissez certainement, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et la DRAO fait partie d'un système ou d'un ensemble de centres de recherche. Et c'est là-bas que j'ai découvert l'importance du réseautage, c'est-à-dire de se connecter à des gens et de découvrir d'autres environnements. Donc, en gérant la base de données rizicoles ou la base de données agricole de la DRAO, j'ai eu un tout petit problème, c'est que pour aller à la DRAO, il fallait traverser 8 km de pistes. Et je suis allergique à la poussière. Donc, il me fallait quitter cette institution que j'aimais très bien. J'aurais pu finir ma carrière dans cette institution. C'est très beau, c'est très bien organisé et c'est professionnel. Quiconque veut y aller, ils sont aujourd'hui plus à Abidjan, mais ils ont toujours le centre de recherche à Bouaké. C'est une institution à considérer. Mais j'ai dû quitter parce qu'il y a beaucoup de raisons. Je ne veux pas donner certains ici parce que nous avons des jeunes avec nous. Mais en tout cas, j'ai quitté donc la DRAO après avoir travaillé 3 ans pour eux et j'ai rejoint le programme des Nations Unies pour le développement où je faisais 2 choses essentiellement. C'est que je faisais de la recherche prospective, un milieu où on dit qu'il n'y a pas de statistiques, mais en réalité, il existe des statistiques dans le futur si on a la capacité de prédire le futur. Nous faisions des études de perspective à long terme où on étudiait les trucs comme Côte d'Ivoire 2030, Côte d'Ivoire 2050. Ce sont des études que nous faisions. Il n'y avait pas beaucoup de statistiques traditionnelles, mais il y avait des méthodes statistiques que nous utilisions dans les statistiques, dans les méthodes des scénarios ou les choses qu'on construisait le futur des pays avec le programme des Nations Unies pour le développement. J'ai fait cela jusqu'à ce que les événements commencé en Côte d'Ivoire. Ça, c'était une institution où j'étais bien payé, même par rapport à la DRAO. J'étais relativement bien payé, j'aurais bien voulu continuer, mais il y a eu les événements en Côte d'Ivoire et je pensais être malin parce que je voulais rester en Côte d'Ivoire. Et voulant rester en Côte d'Ivoire, j'ai voulu quitter l'institution avec laquelle je travaillais pour rejoindre une institution qui n'allait quitter la Côte d'Ivoire sous aucun prétexte. Et pour moi, l'institution, c'était la Banque africaine de développement. Et donc, j'ai utilisé tout ce que je pouvais comme arsenal pour passer à la Banque africaine de développement. Mais comme ce n'est pas moi qui décide et que c'est d'autres entités qui décident à ma place, le jour où j'allais prendre fonction à la Banque africaine de développement, une semaine avant, la banque est partie à Tunis. Et donc, je devais plutôt suivre la banque et donc quitter la Côte d'Ivoire que je ne voulais pas quitter pour aller faire quelque chose qui est particulièrement intéressant. Et si certains d'entre vous trouvent cela sur le marché, essayez de vous y intéresser. C'est quelque chose qu'on appelle le programme de comparaison internationale. C'est un programme qui étudie les économies du monde et essaye de les comparer. Je ne vais pas trop développer ça, mais essaye de les comparer avec des méthodes statistiques efficaces qui permettent de faire une comparaison saine des économies. On peut faire un exposé sur ça. Et en réalité, je suis resté dans ce domaine de 2003 à 2021. Donc, en réalité, en quittant la BAD, que j'ai quitté 6 ans plus tard, et en allant à la CEDEAO, je faisais ce qu'on appelait du renforcement de capacité, mais en réalité, c'est venu du programme de comparaison internationale parce que c'est l'un des piliers du programme de comparaison internationale aussi. Donc, j'ai fait le programme de comparaison internationale pendant 6 ans. Je suis allé à la CEDEAO faire du renforcement de capacité, mais en l'excluant du programme de comparaison internationale et en faisant les renforcements de capacité en général. Et comme quoi, quelque chose qui vous est collé sur la peau vous suit toujours. Mon patron, qui a quitté la BAD et a été nommé à la Banque mondiale, m'a suggéré de compétir pour un poste qui l'intéressait.
et il faisait la comparaison internationale maintenant au niveau mondial et je l'ai rejoint. J'ai travaillé avec lui, paix à son âme aujourd'hui. J'ai travaillé avec lui pendant 5 ans et la Banque mondiale a trouvé intéressant de m'offrir de gérer la base de données de World Development Indicator, les indicateurs de développement dans le monde, qui est, à mon avis, la plus grande base de données en matière de développement au monde. J'ai fini administrateur de cette base de données et c'est l'appétit venant en travaillant donc avec WDI que j'ai remarqué que leurs bases de données, comme toutes les bases de données d'ailleurs, sont truffées d'erreurs, sont truffées de fautes, sont truffées de, excusez-moi le mot, de déchets. Mais alors, j'ai développé avec eux une méthode qui permettait de pallier, en tout cas dans la mesure du possible, ce problème. Je ne dis pas que WDI a quelque chose de mauvais. Ce que je dis, c'est que dans toutes les bases de données qui sont conçues par des... il y a des erreurs dedans. Et donc, je me suis spécialisé en qualité des données. Et aujourd'hui, après avoir quitté la Banque mondiale, que je suis très content d'avoir quitté, je fais de la qualité des données associée au renforcement de capacité et j'ai préféré créer mon cabinet pour arriver à cette fin. Ce que je veux dire, c'est que ceci est mon parcours, mais ne pensez pas que c'est votre parcours, parce que votre parcours peut être meilleur que ça. Ce que vous pouvez retenir peut-être de ceci, c'est que en 25 ans, en moins de 30 ans, j'ai fait une dizaine d'organisations. Et dans chacune de ces organisations, j'ai capitalisé et j'ai utilisé ce que j'ai appris dans les organisations précédentes pour les mettre en œuvre dans les organisations actuelles et développer d'autres qui vont aller ailleurs. Peut-être qu'un jour, je vais vendre mon cabinet parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un peu de valeur en 2 ans, 3 ans. Et je vais peut-être aller travailler pour quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. Mais ce que je vous dis, c'est que une carrière dynamique est plus rentable qu'une carrière statique. Mais ne croyez pas que c'est le meilleur qui peut vous arriver, parce que peut-être la sûreté de l'emploi et la capacité de travailler dans une même institution peut être tout aussi, et peut avoir tout aussi de la valeur. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la question du professeur Soumaré. C'est là où j'en suis. Vous pouvez en profiter si ça vous intéresse, mais vous pouvez construire votre carrière et elle peut être plus mirobolante encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment, Mathieu, en tout cas pour ce partage d'expérience. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est pas moi qui le dis, mais vous pouvez voir toute la richesse de l'expérience, en tout cas, de Mathieu Diaoula. Mais en tout cas, je vous dirais que, mais comme il a dit, et puis bon, je reviens sur certains éléments sans répéter vraiment ce qu'il a déjà dit. Pour bien réussir aussi dans la vie, hein, ça prend non seulement, oui, la compétence, la formation que vous recevez, la compétence, mais aussi ça prend du sérieux aussi de votre côté. Parce que si vous regardez tout au long du parcours, bon, il y a aussi les opportunités qui se présentent, des gens qui vous font confiance, qui veulent que vous les suivez. Mais ça vient parce que vous montrez que vous êtes sérieux. Donc, si vous n'êtes pas sérieux, mais les gens, en tout cas, ne voudront pas travailler avec vous nécessairement dans la continuité là. Donc, vraiment, tout ce que vous allez faire, il y a la compétence, mais il y a aussi le sérieux de ce que vous faites et puis de toujours mettre le maximum et le meilleur de vous vraiment dans tout ce que vous allez avoir accompli. Et puis aussi, on n'a pas le contrôle un peu de tout, hein. Je pense que vous regardez un peu le parcours de Mathieu, il y a eu là, bon, il y a des aspects où je dirais peut-être il y a l'aspect chance, où il y a des opportunités qui se sont présentées. Peut-être qu'ils ne pensaient pas nécessairement que ça allait en tout cas, se passer de cette façon, mais après, ça permet d'ouvrir en fait là d'autres portes aussi. Donc, c'est souvent aussi de laisser aller aussi et puis bon, de saisir en fait là les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et puis ça peut vous ouvrir d'autres portes aussi, peut-être qui peuvent être beaucoup plus intéressants aussi dans vos carrières futures aussi. Mais écoute, Mathieu, en tout cas, merci beaucoup vraiment en tout cas pour cette intervention et puis pour cet éclairage que tu donnes en tout cas au public, là, ceux qui sont venus écouter. Mais nous, à l'université, juste pour terminer là-dessus, à l'université Soumaré, en tout cas, la raison pour laquelle on organise ces webinaires, c'est pour permettre en fait aux jeunes ou bien même des gens qui sont en train de faire des carrières actuellement, qui veulent éventuellement se réorienter ou bien venir confirmer un peu qu'ils ont fait le bon choix. Mais au moins, en tout cas, envoyer des experts, des gens qui ont des expériences dans ces domaines
partager leur expérience avec, expliquer, peut-être pouvoir répondre à des questions. Et puis, bon, ça permet aux gens de comprendre un peu plus ou moins quand même ce qui se passe en fait là dans ces domaines. Aujourd'hui, on a dans le domaine de la statistique, il y a M. Mathieu Diawila. Demain, on va avoir quelqu'un dans le domaine de l'économie quantitative qui va venir partager son expérience. Après, demain, ça sera quelqu'un qui va venir partager l'expérience au niveau du domaine de l'actuariat. Et puis, la journée du vendredi, ça sera au niveau de la finance quantitative. Donc, je pense que bon, ça vous permet quand même d'avoir un peu des idées sur toutes ces différentes formations. Et puis, bon, ça peut quand même vous guider dans vos choix, en fait, là, de carrière pour le futur. À l'Université Frédéric Soumaré, ce qu'on fait, en fait, on a ces 4 spécialisations qu'on donne au niveau de la licence, comme au niveau aussi du master. Ici, donc, les spécialisations en statistique et puis data science. Il y a les spécialisations en finance quantitative, en économie quantitative, et puis la spécialisation en actuariat, aussi bien au niveau de la licence que du master. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, là, bon, on est nouveau quand même dans le paysage ivoirien, mais ce qu'on essaie d'apporter, c'est d'apporter le même niveau de formation que n'importe qui aurait en étant en Côte d'Ivoire, en étant aux États-Unis, en étant en tout cas au Canada ou bien en étant en France, ainsi de suite. C'est ce qu'on essaie d'apporter en fait là, parce que bon, c'est pas tout le monde nécessairement qui a les moyens de se retrouver à l'extérieur, nécessairement aller payer pour des études, mais ceux qui ne veulent pas y aller ou bien qui ne peuvent pas y aller, mais qui veulent avoir quand même ces formations de qualité là, on essaie de l'apporter et de pouvoir former des gens aussi compétents en fait là qui sont à Abidjan que s'ils allaient un peu n'importe où ailleurs et pour pouvoir contribuer au développement de nos différentes économies. Donc, c'est ce qu'on essaie vraiment d'apporter au niveau de l'université. Et donc, si l'intervention de Mathieu et bon, les autres qui vont venir peuvent permettre de vous éclairer là-dessus et puis de peut-être vous joindre à nos étudiants à un moment donné pour pouvoir suivre ces formations, mais tant mieux. Ou bien de vous joindre à d'autres formations pour aller faire ces formations-là, mais tant mieux en tout cas. C'est l'objectif, quoi. Donc, sur ce, en tout cas, je vais m'arrêter là et puis pour dire merci vraiment beaucoup à tous et à toutes d'être venus suivre cette formation. Et puis, Ibrahim, je ne sais pas quelle est la suite des choses. Je vais te laisser la parole. Non, pour ça, c'est bon, vous avez bien conclu. C'est de remercier M. Diaola vraiment d'avoir pris le temps de venir parler à l'auditoire. Et puis, c'est de remercier également les participants. Je vois une main levée, mais bon, je ne sais pas si c'est une erreur, là. C'est Ibrahim, toujours. Euh, mais je crois qu'on peut-être on le prend. Ah, ouais, ok. Je ne sais pas. Peut-être c'est une contribution ou une Euh, intervention. On va t'écouter là. c'est suite à ce que M. Soumaré a dit. Je voudrais poser une question parce que actuellement je me renseigne beaucoup sur Tu peux parler un l'université. peu plus fort? Moi, j'ai du mal à vous attendre. Oui, je dis, c'est suite à ce que M. Soumaré a dit, j'aimerais poser une question parce que je me renseigne déjà beaucoup sur l'université Soumaré. Et comme je l'ai dit auparavant, j'aimerais poursuivre le master là-bas. Mais j'ai j'ai de petites préoccupations, c'est de savoir si le diplôme est, comme on appelle, est reconnu en Côte d'Ivoire et, je sais pas, à l'international aussi. Et vu que moi, j'ai fait une licence en mathématiques appliquées option actuariat, c'est pas forcément la même maquette de cours qu'à l'université Soumari parce que je vois qu'à l'université Soumari, j'ai eu la chance de voir les maquettes sur le site. Ils vont, disons, beaucoup à l'essentiel, ils vont droit au but et ils sont, disons qu'ils sont un peu plus pratiques vu que j'ai pas encore essayé, mais avec ce que je vois et puis comparé à ce que j'ai fait à l'Institut universitaire où il y avait beaucoup trop de mathématiques et des matières que je trouvais inutiles. Donc je me dis que quitter la licence là-bas et venir en master à l'université Soumari, est-ce que je serai au niveau pour aborder vraiment le master et je sais pas trop ça, si ça va me fatiguer après en fait. Ok, En tout cas, Ibrahim, allez-y, euh, professeur. oui, en fait, ce que je vais te conseiller de faire, parce que bon, comme c'est très personnel par rapport à ton parcours à toi, contacte-nous après. Voilà, donc je pense qu'il y a les éléments de contact pour nous appeler après. Donc, juste après appel, en fait, là, donc tu as le numéro WhatsApp, tu as le numéro de téléphone, tu as le email ou autre, appel, et puis ils pourront même te donner mon contact aussi personnel. Et puis on pourra échanger là-dessus. En fait, là, si ça peut permettre de te guider un peu dans tes choix, pourquoi pas en tant que tel. Maintenant, bon, par ce qui est de la reconnaissance de diplôme, bien évidemment, on a les agréments au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir opérer comme une université en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on opère en Côte d'Ivoire. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, contacte-nous après et puis bon, on pourra en discuter. Et puis bon, peut-être te donner un peu les éléments de réponse qui vont t'aider dans ta décision, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, Ok, donc Ibrahim, tu es passé. c'est ça. Non, tu pourras même passer à l'université. Nous sommes situés non loin du Nouveau CHU, dans Gré. Vous pouvez passer et puis nous allons discuter de vive voix. Euh,
Il n'y a pas de C'est un souci. peu ça. Je OK. pense que ça. C'est ça. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils nous entendent mal. Mais là, je me demande si c'est bon. On a presque fini, il est déjà 16 heures. On a épuisé le temps là. Donc, euh, professeur, on va devoir terminer la session avec votre permission. Et ça dit Bien sûr. merci. OK, d'accord. Donc, merci beaucoup, M. Diaola, vraiment d'avoir pris le temps, comme je l'ai dit, aux États-Unis, et puis de vous avoir levé tôt, hein, parce qu'il était, je crois, 9 heures, 9 heures, temps aux États-Unis quand on commençait. Et merci également à tous les participants. Donc, le programme, comme le professeur l'a dit, demain, nous avons un webinaire à la même heure, à 14h30 GMT, sur la finance d'économie quantitative, qui sera animé par M. Alexandre Coupoin, qui est un, un chercheur en économie, un économiste au niveau de la Banque africaine de développement, qui viendra, comme M. Mathieu Diaola, nous entretenir sur les perspectives de métier, les carrières, et puis vous orienter pour un meilleur choix de carrière, bien évidemment. Donc, merci à tous, et puis merci encore, M. Diaola. Merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Au revoir, à bientôt. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci, bye.